Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Anne-Sophie Duterne, responsable d'unité expertise au sein de la direction MPMO. Je suis accompagnée d'Archibald Brett, donc responsable de mission au PC Planification, et de Bruno Nisseron, responsable de mission AMO en pilotage contractuel. Voilà, donc on a fait le choix aujourd'hui et on souhaitait vous parler des expertises et donc du management de projet au service de la maîtrise des coûts et des délais dans les projets. Pourquoi ? Parce qu'on est parti du constat en fait que dans beaucoup de grands projets, il y avait encore de grosses dérives planning et coûts dans ces opérations. Donc on s'est dit c'est peut-être l'occasion d'évoquer nos bonnes pratiques, de revenir sur quelques rex et vous présenter un petit peu les outils que l'on a à disposition pour accompagner les maîtres d'ouvrage dans leur performance économique et planning. Pour un petit cadrage aussi, on a voulu reparler de la loi de Pareto. Pourquoi ? Parce que c'est effectivement ce qui est mis en place pour dire globalement les 20% de temps que l'on va passer en amont des opérations pour préparer et déminer un certain nombre de difficultés, et bien ça va être garant de 80% de réussite. Donc appliquer à nos projets les 20% de risques identifiés à la base, dans le montage de nos opérations, dans les études, dans l'organisation, dans le planning et les coûts, on va déjà avoir une optimisation de la performance attendue en phase réalisation. Voilà. Donc au sein de notre unité expertise, on travaille beaucoup sur toutes ces sphères-là associées au management des risques, à savoir les risques et la performance économique, la sécurisation des délais, mais aussi comment on anticipe l'ensemble des risques opérationnels et comment on peut les traduire tout au long de nos opérations. Donc, je voulais déjà voir avec toi, Archibald, pour que tu puisses nous présenter pourquoi et quel est l'intérêt d'intervenir le plus en amont possible sur les opérations. Si on réfléchit un peu du coup planning et du coup quand est-ce qu'on va commencer à se poser la question des délais sur un projet, on se rend compte que naturellement, voire quasiment instinctivement, c'est une des premières choses auxquelles on pense quand on parle projet. Et je ne parle pas forcément projet de construction. Si demain, Anne-Sophie, tu as envie de commencer à réfléchir à tes prochaines vacances, tu vas te poser la question de où tu veux aller, mais tu vas aussi tout de suite te dire est-ce que je pars cette année ou l'année prochaine, est-ce que je pars l'été ou l'hiver. C'est à peu près pareil sur les projets. Vous allez tout de suite vous demander quand est-ce que je démarre mes travaux, quand est-ce que je dois rendre mon pro, etc. La vraie difficulté, elle n'est pas forcément d'avoir juste quelques jalons posés comme ça sur un calendrier. C'est vraiment de construire un planning qui soit consolidé. Et quand on parle de consolidation de planning, ça veut dire un planning qui sera structuré selon un WBS, avec des activités, des jalons qui soient liés entre eux par une logique de développement et avec des durées qui ne soient pas uniquement définies comme ça au pifomètre, mais qui viennent d'un REX et qui viennent de capitalisation. C'est ça. Cette première phase de création et de consolidation du planning, on va l'appeler la phase d'initialisation. Elle doit se faire dès le démarrage du projet, le plus vite possible, pour éviter qu'on se retrouve dans une phase où on construit un planning alors que le projet est déjà en mode run et qu'en soi, on soit en train de planifier des tâches alors qu'elles sont déjà en cours, voire déjà dans le passé. Dans ce cas-là, on va être en difficulté pour réellement être en capacité d'anticiper les risques. De ton côté, pardon. Ouais, pardon, je finis juste. De mon côté, j'avais eu la chance d'intervenir, par exemple, sur le projet de mise en accessibilité de Saint-Denis, il y a quelques années. En soi, le projet était super. Par contre, on a mis en place la mission d'OPC et d'OPC interchantier, alors qu'un des projets était déjà en travaux depuis quelques mois. Et c'est vraiment ça qu'il faut être en capacité d'éviter, c'est de se retrouver dans une logique où on va être en train de courir derrière les délais, en train de piloter des retards qui sont déjà acquis, et non pas d'être en train de piloter des risques de retard. Et toi, Bruno, de ton côté, concernant le pilotage contractuel, pourquoi intervenir le plus en amont possible ? Alors de la même manière que la partie OPC, on doit aussi apporter une robustesse dans les contrats sur la partie contractuelle. Donc bien évidemment, plus on arrive tôt dans le projet, notamment en phase pro, dans le cadre de la lecture des DCE, CCTP et CPS, bien évidemment, qui va cadrer ensuite
la phase réa du projet. Ça permet donc de déminer un certain nombre de sujets contractuels, donc les enlever du peu qu'on peut, et bien évidemment, on ne peut pas tout déminer, donc on sait qu'on a des risques qu'on va garder avec nous et qu'on va emmener lors de la phase réa. Tout ça, ça nous permet, au vu de toutes ces lectures-là, d'établir une matrice des risques et de pouvoir avancer vers la phase contractualisation des choses. En contre-exemple, j'ai eu la gare de Sète, qui est toujours en cours de travaux, qui, là, on est arrivé en mode pompier et qui nous a occasionné un fait sur des tâches essentielles qui n'avaient pas été repérées vis-à-vis du co-traitant qui avait été choisi, et ce qui nous a obligés à démonter une partie du contrat pour pouvoir autoriser des sous-traitances qui n'étaient pas acceptées au départ. Et bien évidemment, ce démontage de ce CPS avec un avenant qu'on a contractualisé, on a traîné tout le long du chantier les histoires, et aujourd'hui on est en phase de négociation puisqu'on a 500 000 euros de coûts supplémentaires qu'on va devoir négocier avec l'entreprise. Tu veux dire, en fait, si on avait pensé à tout cet aspect-là des CE en intégrant un certain nombre de leviers, on n'en serait pas là aujourd'hui. Exactement. Tout du moins, on n'aurait certainement pas ce montant-là à négocier aujourd'hui. On en serait peut-être un peu moins, mais de ce fait, on a traîné ce problème-là tout le long du chantier et encore aujourd'hui, puisqu'on va commencer une négociation le 18 février. Voilà. Ok. Et maintenant, alors une fois que Archibald t'a parlé de la mise en place des outils, que les plannings sont bien établis, bien construits, est-ce que tu as des bonnes pratiques, des choses que l'on met régulièrement en place au sein de l'équipe en phase réalisation, les outils que vous utilisez le plus souvent, qu'est-ce que tu peux nous proposer pour rassurer justement les maîtres d'ouvrage sur cette tenue des délais ? Du coup, si on se penche un peu plus sur la notion de valeur ajoutée des plannings, pour la première chose auquel on va devoir penser, c'est le visuel d'un planning. On a un très bon exemple avec la revue prod qu'on fait chez AREP, qui justement montre bien l'impact d'une représentation graphique pour la compréhension. Les plannings, c'est un peu pareil. L'objectif, c'est que pour qu'il soit lu, qu'il soit compris, qu'il soit impactant, on va avoir besoin que visuellement, ce soit quand même assez chiadé. On va travailler les couleurs, on va travailler les formes, on va travailler la composition pour que la lecture soit le plus pratique possible et que, en soi, on arrive à le garder en mémoire. Pour autant, ça ne va pas forcément suffire. Vous pouvez avoir le plus beau des plannings, le planning super détaillé. S'il prend la poussière sur une étagère et qu'il n'est pas communiqué, c'est dommage, mais vous risquez d'avoir un peu de mal à garder vos délais. Et justement, ce premier point, c'est la communication. On a l'habitude, en phase travaux notamment, de voir le planning de l'entreprise imprimé en A0 sur les murs de la base vie. Ça, c'est une super habitude. Par contre, c'est une habitude qu'on peut aussi tout à fait reprendre dès les phases études et que lors des points de pilotage mensuels, on fasse toujours un 5 minutes planning où on l'affiche, où on rebalaye les jalons qui ont été franchis dans le mois, les jalons à venir sur les prochains mois. Et en fait, un peu en rabâchant les délais, en rabâchant les jalons, on va avoir les objectifs calendaires en tête et on va réussir à fédérer, à mobiliser l'ensemble des parties prenantes autour de ces objectifs. Si on prend l'exemple de la signalétique qu'on a mis en place pour les JO, on avait des contraintes calendaires qui étaient hyper serrées, mais justement en fédérant un peu l'équipe autour de ces objectifs, on est plus en capacité de les atteindre. Ça, c'est les deux premiers points, visuel, communication. Le second point qui est particulièrement important, c'est aussi de travailler sur l'analyse de ces outils. Le planning, il doit pas, certes, il va être un visuel, mais il doit aussi servir à analyser et les chemins critiques et les interfaces. On a ici l'exemple que vous voyez à gauche, c'est une analyse des chemins critiques sur le PEM de Melun où on va mettre en valeur, en exergue, les interfaces entre les projets, que ce soit des projets d'acteurs publics, d'acteurs privés. Et on va réfléchir 3-4 ans en amont à les interfaces. On va mettre en place les réunions de coordination qui vont permettre de résoudre les interfaces critiques qu'on va voir. Ça va nous prendre quelques heures, là où en phase chantier, ça aurait été l'horreur de les réaliser. Et c'est là que la loi de Pareto, dont tu parlais tout à l'heure, prend vraiment tout son sens.
L'idée, c'est vraiment de déverminer et de passer 20% du temps pour s'éviter 80% des embêtements quand on est en phase réa. De ton côté, Bruno, on aimerait bien avoir ton ressenti sur les meilleurs outils à mettre en place pour travailler et maîtriser le pilotage contractuel. Donc déjà en phase conception et puis aussi en phase réalisation. Est-ce que tu peux nous donner dans la foulée quelques cas pratiques? Oui. Donc, pour pouvoir en phase pro ACT, on va dire que maintenant on passe en phase ACT, on met donc des matrices de risque en place. Dans ces matrices de risque, on parle bien évidemment de tout ce qui est pénalité, délais particuliers, de bien cerner justement ces délais particuliers, parce qu'on a tendance à mettre des dates, mais je vous conseille de ne jamais en mettre. Parler en jour et non pas en date. Vous pouvez mettre les dates, mais à titre indicatif. On parle de coefficients, puisque bien évidemment, lors du marché, vous allez avoir des devis et qui vont se rajouter au montant initial du marché et qui vont il faut que les sous-détails de prix vous soient transmis automatiquement pour bien vérifier les coefficients. Les coefficients, c'est une marge d'économie sur un marché. Si c'est mal appliqué, on est là aussi pour vous aider. Notre but en phase réa, c'est de faire respecter le cadre pour arriver au P3 final le plus respectable possible. P3, tu peux nous Le P3, expliquer? c'est le montant définitif du marché, tout inclus, hein, prix nouveau, pénalité déduite, des frais annexes qu'on déduit du bureau d'études, etc. Donc on se bat, nous, pour absolument avoir des P3 le plus réaliste possible. Et pour pouvoir arriver à ce genre d'exercice, on fait des projections de P3 à partir de revues de contrats qu'on met en place à 25, 50 et 75% des marchés, donc date de notification des marchés. Ce qui permet à chaque revue de contrat qu'on enlève des réunions techniques, hein, on fait des réunions à part avec les entreprises pour pouvoir discuter du financier, des prix nouveaux, des sous-détails de prix, du délai, de manière à pouvoir suivre contractuellement les choses et de mettre en place des choses vis-à-vis des entreprises si elles ne respectent pas, ou les avertir, des mises en demeure, enfin, etc. Il y a tout après un lot d'artifices qui nous permettent d'agir vis-à-vis des entreprises tout le long du marché. Et après, à la fin, c'est la phase DRC quand il y en a, et négociations qui vont, soit on négocie une DRC, soit qu'on n'y arrive pas, et on négocie un montant de marché. Ce qui m'est arrivé sur la gare de Beaulieu-sur-Mer, on a négocié un montant final et après on a construit avec les achats qui sont présents dans la salle, Océane, on a construit le DGD à l'envers, c'est-à-dire qu'on est parti du montant final qu'on s'est mis d'accord et on a intégré dedans les pénalités puisque c'était un prérequis vis-à-vis des cofinanceurs qui étaient présents sur ce projet-là. Voilà. Donc on est là vraiment du début jusqu'à la fin. Est-ce que tu veux nous reparler? Je vais revenir juste en avant. Voilà, l'intérêt, la valeur ajoutée qu'il y a eu sur cette opération de Dax Bayonne. Effectivement, donc là c'est un dossier qui est suivi par un de mes pilotes, qui est Loïc, qui est présent dans la salle. Donc sur l'axe Dax Bayonne, c'est un marché qui est donc pour 7 ans et pour lequel, en phase pro, la matrice de risque, il en est donc ressorti un certain nombre d'éléments que vous voyez à l'écran. Donc sur l'adaptation du CPS, notamment pour les revues contractuelles, puisqu'un marché de 7 ans, on ne va pas faire des revues de contrat à 25, 50, 75, ça ne veut rien dire. Donc bien évidemment, Loïc a proposé des modifications sur cette clause-là en les mettant une fois par an. Après, il faut qu'on s'adapte aussi au marché qu'on a en face. L'intégration du revue de garantie, donc voilà, il y a une enveloppe qui a été prévue. Vous avez l'adaptation sur les pénalités. Donc, pareil, il y a des enveloppes qui sont adaptées par rapport à tout ça. Donc, vous avez un certain nombre d'éléments qui ont été inscrits et qui ont été repris et qui ont permis de faire aussi des gains lors des soutenances avec les entreprises avant contractualisation de ce marché. C'est la traduction concrète de la performance achat qu'on peut atteindre en se basant sur l'analyse de risque et l'intégration à ce moment-là de leviers dans les contrats pour ne pas repartir finalement de clauses type banales, mais pouvoir adapter finalement chaque marché au cas et aux spécificités opérationnelles. C'est ça, exactement. Ça permet plus on optimise en avant les sujets contractuels, plus on a une chance de réussite sur la phase réa, en termes de coûts.
Donc, quelques secondes sur la conclusion. Je pense que vous l'aurez compris. L'idée, c'est de pouvoir arrêter de travailler en mode pompier, mais pouvoir anticiper un maximum tous les aspects contractuels et planning des opérations. De se dire qu'on n'est pas là en ressortir les contrats et les plannings quand on a un problème, mais qu'on doit les avoir dans notre viseur et dans notre cible à chaque temps fort du projet. Voilà. Et puis, effectivement, de travailler sur le pilotage par les risques, c'est quelque chose au sein du management de projet qui nous semble essentiel. Donc, n'hésitez pas à venir nous en parler de tous ces outils, de toutes ces problématiques que vous auriez dans vos opérations. On peut tout à fait assurer un appui de type hotline si vous avez besoin pour vous aiguiller sur des compréhensions d'articles ou des mises en valeur de jalons. Voilà, merci à tous.